Il ne s'agit pas d'externaliser la question des risques psychosociaux, c'est d'abord et avant tout l'affaire du management. Hein. Donc il y a un consensus, effectivement, compte tenu des enjeux que ça représente, compte tenu du rôle clé du management et des managers, notamment des managers de proximité, on en aura ici autour de la table. Il y a un accord sur l'intérêt, la nécessité de regarder le management sous l'angle, effectivement, d'un levier d'action pour prévenir les risques psychosociaux. Ceci étant, dans le même temps, les sondages, les études, un certain nombre de données nous rappellent que si le management peut être perçu comme la solution, c'est aussi souvent pointé comme le problème. RPS, c'est que au-delà d'une approche solution-problème, il y a, et c'est là un souci fort qu'on a sur cet atelier, il y a aussi intérêt à regarder la propre situation du management et donc des managers. C'est-à-dire que non seulement ils peuvent être perçus comme une solution, comme un problème, mais ils sont eux-mêmes, de par leur situation, de par leur cadre de travail, de par ce qu'il est attendu d'eux, dans des situations complexes, difficiles, et un certain nombre d'études, d'enquêtes, laissent à penser qu'ils sont eux-mêmes victimes de risques psychosociaux. Et pour dépasser un petit peu les paradoxes que je posais dans ce propos introductif, moi il me semble qu'il y a 3 chantiers qu'on va essayer d'aborder ensemble. Il y a un premier chantier qui sera largement rapporté par les 2 témoignages d'entreprise que vous allez entendre. C'est celui de s'intéresser au travail, et en particulier au travail de management. C'est quoi aujourd'hui ce travail de management? Et quand on plonge dans la réalité de l'activité managériale, qu'est-ce qu'on y voit? Comment mettre un petit peu en discussion, remettre sur la table ce qui n'est pas nécessairement visible pour tout le monde, c'est l'activité managériale. Alors on aura la chance effectivement d'avoir à la fois le témoignage d'Annie Beurer, hein, cadre de santé au service hospitalier de Metz-Thionville, et puis de Gilbert Schmitz, qui est manager à la centrale nucléaire de Cattenom, avec un parti pris qu'on a pris ici, qui est de dire, on fait une plongée. On fait une plongée dans l'activité managériale, dans la réalité de leur activité au quotidien, peut-être pour éclairer, au-delà de ce qui relève de conditions de travail difficiles, mais toute la difficulté qu'il y a effectivement au-delà d'un certain nombre de contraintes, d'injonctions paradoxales dans lesquelles ces gens-là sont placés, avec quelle prudence on aborde l'élément supplémentaire qui consiste à leur demander aussi, en plus de la qualité, de la sécurité, de la production, de l'activité, demain de gérer les risques psychosociaux. Donc il nous semble qu'il y a là un premier chantier intéressant qui est de regarder le rôle et l'activité des managers, et en particulier de se poser la question de ce qu'on attend d'eux aujourd'hui dans nos organisations. Il y a un deuxième chantier sur lequel peut-être William Dab nous apportera quelques éclaircissements, qui consiste à dire mettre en perspective management et risques psychosociaux, c'est aussi s'intéresser, si on fait le pari que c'est l'affaire des managers, à comment on pourrait les accompagner et les soutenir. C'est-à-dire qu'au-delà de cette injonction qui peut leur être faite de s'intéresser, de se préoccuper, d'intégrer dans leur pratique managériale cette dimension un peu santé au travail, encore faut-il effectivement peut-être mettre en place des dispositifs de soutien, d'accompagnement. Alors on pense évidemment à la formation, c'est d'ailleurs souvent le premier réflexe des entreprises. Vous savez que pour les entreprises de plus de 1000 salariés, il y a l'obligation d'ouvrir des négociations avec les partenaires sociaux. Dans quasiment 80% des cas, la première mesure qui est prise, c'est former nos managers, et en particulier former nos managers de proximité. Ça a un intérêt, ça apporte un certain nombre de choses. On verra aussi, en tout cas moi, mes chantiers et mes travaux tentent à montrer que ça a aussi des risques, parce que déjà ça stigmatise une population, et puis c'est évidemment un levier, le fait de développer les compétences des managers, mais seul ce levier-là ne peut pas résoudre tous les problèmes.
Donc il y a un autre chantier, sans doute, à ouvrir, et qu'on pourra peut-être un petit peu mettre en débat aussi. C'est comment, au-delà de cette approche par les managers, et en particulier les managers de proximité, on engage un travail de réflexion pour aller vers des alternatives en matière de mode d'organisation et de pratique de management, et comment on a sans doute un vrai travail de refonte des systèmes et pratiques de management. Un certain nombre de témoignages qui ont un point commun, qui est celui de partir de l'activité des managers. Si on veut avoir une dynamique dans les équipes de travail, il faut qu'elles soient à taille humaine. Donc là, je renvoie tout de suite à une démarche de management par la qualité, et ainsi que, je dirais, une volonté très forte de la direction d'orienter le management et les managers sur la présence terrain. Donc vous pouvez nous dire un peu ce qui a guidé cette orientation-là, ce choix-là, dans votre réalité de manager? Alors, je vais peut-être faire un peu le distinguo entre, je dirais, l'objectif finalement de départ, enfin, donc du premier poste, qui était vraiment une volonté de la direction d'axer les managers sur la présence terrain. Donc j'essaierai d'un peu d'illustrer finalement en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'on en tire. Simplement, quand on parle de 70% du temps du manager sur le terrain, on pense plutôt aux tâches annexes. Je pense notamment aux tâches administratives, la gestion des indicateurs, tout ce qui est lié à l'aspect budgétaire aussi. Là, il y a une volonté très imprégnée de la direction de dire, au travers d'un slogan, il faut que le manager soit 70% de son temps sur le terrain. Concrètement, finalement, comment est-ce qu'on arrive à orienter, parce que finalement, on n'est pas tombé, comme on dit, un peu d'une façon un peu caricaturale dans une cour d'apothicaire, mais c'est de bien avoir une volonté managériale de la part de la direction, aussi bien, je dirais, donc du directeur jusqu'au chef de service, d'orienter finalement le manager sur le terrain. Ça a mis beaucoup en lumière finalement comment on pouvait décharger le manager des tâches dites un petit peu administratives, de gestion et tout ça. Donc comment est-ce que finalement on est arrivé finalement à cette situation, finalement on est arrivé à orienter le manager sur le terrain, c'est principalement en travaillant sur les appuis, alors que ce soit, je dirais bien, aussi bien sur l'aspect appui au MPL, donc vers les N-1, les collaborateurs, que vers le supérieur, donc appui N+1, en termes de répartition finalement de ces tâches. Pour la partie, donc ça a permis finalement justement de dégager du temps, parce que c'est finalement le temps métal que toute personne peut être confrontée justement dans le temps qui est imparti finalement à la journée de travail. Ce temps métal finalement c'est à le consacrer aux agents. Ça a permis de dégager significativement du temps d'ailleurs et d'aller sur le terrain. Au début, finalement, on se demandait, ok, on va sur le terrain, mais pourquoi faire? On s'est cherché un bout de temps, enfin un bout de temps, peut-être pas tant que ça, parce que finalement, c'est en allant sur le terrain qu'on a trouvé finalement les réponses. On a observé les gens, on a partagé avec eux, et finalement, d'une situation un petit peu de réticence à y aller, on a été un peu piqué dans le vif comme on dit, au jeu, en disant finalement c'est intéressant, ça permet d'ouvrir le dialogue avec les personnes, de voir un peu quelles sont les pratiques. Comme on dit, est-ce que dans notre tour d'ivoire, quand on dirige une section ou quand on est chef de service, est-ce qu'on a vraiment la réalité de ce qui se passe sur le terrain? Donc ça permet de voir, de confronter surtout les pratiques, alors que ce soit des pratiques, je dirais, liées au métier, mais aussi notamment tout ce qui est, quand on retombe sur la réglementation, je prends un cas qui est peut-être commun à toutes les entreprises, c'est la réglementation sécurité de travail, qui là-dessus, je pense que tout le monde est régi de la même manière. Ça permet de voir les difficultés justement de mise en œuvre de certaines règles de sécurité. Alors pour ce qui concerne le domaine de la sûreté, de voir par rapport à nos référentiels comment est-ce qu'ils étaient appliqués.
de clarifier les règles. Ça, je pense que c'est aussi important parce que finalement, quand on émet des règles, il faut revenir au sens et puis de partager finalement sur les difficultés. Non, mais ça veut dire concrètement, ce matin, il y a déjà une équipe dessus. Ah non, il n'y a pas d'équipe. On ne peut plus. On n'a pas l'effectif. Un week-end d'activité programmée et pas de fortune. Il faudra leur envoyer soit un mail, soit un fax de confirmation pour 40 personnes environ. C'est juste pour leur confirmer la date. On va faire une visite terrain. Bonjour. Surtout ce qu'on y met derrière. Et puis la complexité. Voilà, les formidables outils informatiques qu'on a à notre disposition. Ça par contre on n'a pas de... T'as un truc pour tout ce qui est... Non, pas pour l'instant. Sinon, gestion de l'appareil, CP. Il marche, je viens de tester. Il est neuf, quoi. Ouais. Alors c'est représentatif un petit peu de la sollicitation qu'on peut avoir en tant que manager, hein, puisque on est quand même, je dirais, un peu le point tournant d'un certain nombre de décisions et d'enjeux, notamment là sur la séquence qui a été tournée, c'était sur un redémarrage de tranche. Hein, si je veux simplement un peu schématiser ce que c'est qu'un redémarrage de tranche, si je prends 5 minutes d'un café, ça va me coûter à l'entreprise 3 500 €. Donc ça place tout de suite l'enjeu finalement du temps réel finalement d'une tranche sur un redémarrage. Donc là c'était en fait à l'issue d'une maintenance. On a pu voir plusieurs aspects finalement d'une journée là, hein. C'est notamment un débriefing technique qui parlait aussi de problèmes concernant les ressources, de tout ce que, en général, la majorité des managers peut faire, c'est de la gestion budgétaire. Et puis donc une partie concernant, donc j'avais évoqué effectivement une volonté de présence terrain. Donc là, en l'occurrence, c'était d'aller voir les équipes de travail en in situ sur des activités sensibles. Alors sensibles, pourquoi ? Il va y avoir derrière, derrière, on met en place des pratiques dont l'observation terrain fait partie. Alors qu'est-ce qui vous aide ? Qu'est-ce qui fait soutien ? Qu'est-ce qui fait ressource ? Qu'est-ce qui permet que vous puissiez avoir cette présence forte sur le terrain qui, on y reviendra, vous l'avez un petit peu évoqué dans vos propos, à la fois semble satisfaire et répondre à un besoin de vos collaborateurs, hein, et aussi améliore l'efficacité de l'équipe. Je mettrais 2 niveaux. Il y a un niveau qui est l'individu, donc quand j'appelle l'individu, c'est le manager en tant qu'individu. Et il y a le niveau l'organisationnel, et j'y mets la ligne managériale avec. Bon, déjà, il y a effectivement quand je parle qu'il y a l'individu, je ramène tout de suite à la posture de la personne, donc du manager, vis-à-vis de ses subordonnés. Notamment, c'est clair qu'une première réaction qui est tout à fait naturelle quand on va sur le terrain, c'est un peu une réaction de défense de la part des personnes et d'appréhension de la part du manager. Mais première réaction, avant d'expliquer, finalement de tomber un peu dans quelque chose de plus naturel, c'est les agents ont peur d'être fliqués. Hein, donc d'où l'attitude finalement et comment que le manager explique finalement quelle est sa démarche, aller observer finalement des situations de travail. Alors je le précise parce que les situations de travail elles sont multiples, hein. Ça peut être soit alors pour moi qui me concernait donc des activités de maintenance, donc c'est sur le procédé industriel. D'un autre côté, donc toutes les parties donc concernant la préparation, donc ça questionne effectivement, ça renvoie finalement au terrain du manager
par rapport à son périmètre d'intervention. Je parlais de posture du manager. C'est clair que si on y va en sortant un peu d'une façon aussi toujours imagée, la Kalachnikov, au moindre écart, au bout de, je dirais, de 2 minutes, ça va être vite plié. Les gens vont dire, écoute, on n'a pas besoin de toi, tu peux remballer tes clics et tes claques et tu nous laisses tranquille. Donc le but est bien d'ouvrir au dialogue. Ça permet justement de faire passer les messages, parce que c'est dans le dialogue qu'on arrive à faire passer les messages. Ça permet de comprendre aussi d'ailleurs pourquoi les gens ont des difficultés, notamment quand on peut émettre des règles et les transcrire dans nos référentiels, en quoi ça peut être compliqué de les mettre en œuvre. Donc ça peut réinterroger de certaines règles, savoir comment les adapter, comment les rendre plus naturelles. Il faut que le manager soit là pour entendre les gens sur qu'est-ce qui les embête au quotidien et surtout trouver avec eux, parce que c'est souvent eux en discutant, donc ça ramène justement au temps de dialogue qu'on peut avoir sur le terrain. Ça ramène à souvent les gens émettent le problème et ont souvent la solution. Donc c'est tout l'intérêt finalement de trouver avec eux, de pouvoir discuter, de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre, quels sont les leviers d'action, après en ramenant ça dans l'équipe. Le but c'est pas forcément de résoudre les problèmes en temps réel, mais c'est de ramener toute la matière. Quelle position vous avez par rapport à cette mise en lumière des liens entre management et RPS? Disons que c'est une expérience assez forte, surtout mon deuxième poste, parce que finalement mon premier, si j'avais un peu à le résumer, c'était un peu un poste de développement de compétences, parce que c'est des compétences quand même un peu particulières, je dirais des modes d'organisation et d'animation d'équipe où le manager est placé non pas au-dessus, mais vraiment dans l'équipe, un rôle de facilitateur. Il a quand même son rôle, je pense qu'il ne faut pas perdre le sens aussi, c'est pas parce que le manager est dans son équipe de travail qu'il n'a pas sa place, je dirais, il est quand même le relais d'un certain nombre de messages, donc il ne faut quand même pas perdre ça aussi en vue. Il est les deux à la fois, finalement. Il est acteur avec les agents, mais il s'inscrit aussi dans le relais, finalement, d'un certain nombre d'exigences qu'on nous impose, que la direction nous demande, et qu'il voit la réalité telle que les gens la vivent. Je pense que c'est important. Et donc le mode d'organisation qui était utilisé donc, sur la centrale de Normandie n'était pas du tout sur le modèle qui était employé à Cattenom. Par contre, l'expérience m'a permis de rebondir finalement sur une situation riche en expérience, parce que j'avais repris une équipe qui était quand même assez en difficulté sur le plan social. Et on est arrivé par ce biais-là à remonter finalement, mais de rentrer dans une dynamique parmi les équipes les plus performantes de la centrale. Très bien. Alors, Aline Borer, vous êtes cadre de santé, je le disais tout à l'heure, au CHR de Metz. Peut-être en quelques mots déjà vous présenter et puis nous donner un petit peu à voir sur les quelques grandes particularités d'un manager de proximité dans le domaine de la santé. D'accord. Bonjour. Donc, je suis cadre au CHR de Metz-Thionville en centre de dialyse. Donc déjà, une petite parenthèse. Pour préparer cette intervention, on m'a dit « Tu vas expliquer ta fonction, ton rôle, ton quotidien. L'exercice a l'air facile. Expliquer son métier, ses activités, en gros, définir sa journée de travail. Seulement, il arrive parfois quand je rentre et que je me demande ce que j'ai fait de ma journée, après un certain temps de réflexion, pour retrouver le fil donc, de ma journée, je me mets à penser à ce que je devais faire, à ce que j'ai réellement fait ou commencé, à ces tâches interrompues, les activités entrecoupées de petites choses importantes et nécessaires. Finalement, expliquer sa journée, donc ce métier, ce n'est pas si simple. Pour la place du manager dans le domaine de la santé, je vais repartir donc de la loi HPST, Hôpital Patient Santé Territoire, de juillet 2009. Cette loi définit l'organisation sanitaire, notamment son premier chapitre, organisation interne de l'hôpital, qui traite des instances et de leurs acteurs et définit les pôles d'activité clinique et médico-technique. Donc les pôles d'activité sont le seul niveau de structure et d'organisation interne de l'hôpital public.
Ils sont des lieux de proposition et de mise en œuvre de stratégies médicales et donc derrière de management des équipes soignantes. Dans cette organisation, chaque cadre de santé fait partie d'un pôle d'activité. Au CHR, il y en a à peu près 15, sous la hiérarchie d'un cadre supérieur de pôle, sous couvert du directeur des soins. Donc, dans notre établissement, nous sommes un peu plus de 50 cadres de santé. Sur le plan fonctionnel, le cadre de santé et le médecin-chef de service collaborent. Ils collaborent pour la gestion et l'animation du service. Donc, après 8 années d'exercice infirmier et une prise de responsabilité progressive, j'ai abordé la fonction cadre sous couvert d'un cadre senior au service des urgences. Ensuite, j'ai été cadre apprenant pendant 2 ans en service de dermatologie sur Thionville, accompagné toujours par un cadre supérieur de pôle et un binôme cadre expérimenté. Donc on voit bien là que les cadres de santé, leur particularité, c'est d'avoir exercé une profession sanitaire ou médico-technique pendant au moins 4 ans avant d'intégrer l'Institut de formation des soins infirmiers. Ce sont donc des professionnels de terrain qui changent de métier. J'ai réalisé donc ma formation il y a un peu moins de 3 ans. Elle alterne sur une année des enseignements théoriques et des stages clôturés par un mémoire de recherche. Cette formation est centrée sur 6 modules: initiation à la fonction cadre, santé publique, analyse des pratiques et initiation à la recherche, fonction d'encadrement, de formation et approfondissement de ces formations. Ma question va être un peu provocante, mais du coup, vous êtes bien préparé par cette formation à exercer votre métier de cadre de santé? D'une manière globale, oui. La formation permet une réflexion constante sur ce futur métier par le biais d'analyse de pratiques, d'échanges entre les stagiaires. Elle ouvre le regard, donne des outils, de la méthodologie. Mais pour la pratique du management de proximité, c'est bien mon expérience précédente, la formation qui a été très riche et qui m'a permis de construire aussi un réseau au sein de l'établissement. C'est en situation, c'est bien sur le terrain que j'ai développé mon positionnement cadre. En revanche, suite à la formation, même diplômée, j'étais pas vraiment préparée à ma première journée. C'est donc les secrétaires qui m'ont donné les clés et qui m'ont dit c'est là. Donc j'ai refermé la porte du bureau et je commence par quoi? Mais je peux dire que chaque jeune cadre s'est retrouvé dans cette situation. Débuter dans une nouvelle fonction, dans une nouvelle spécialité, avec une nouvelle équipe. En sortant de l'école, on sait bien ce qu'il faut faire, il faut juste trouver le chemin pour y arriver. Donc je suis cadre de santé depuis maintenant 2 ans en centre de dialyse. J'anime une équipe d'une 30aine de personnes, infirmiers et de soignants, qui prennent en charge donc des patients insuffisants rénaux qui bénéficient de traitements de suppléance par séance de dialyse 3 fois par semaine. Alors les journées suivent, elles ne se ressemblent pas, mais cependant je vais essayer d'en illustrer une. Je commence ma journée par... je consulte ma liste des choses à faire, ce qui a été élaboré la veille. Je prends connaissance des mails, ce qui me permet de visualiser ma journée. Ensuite, dans la matinée, j'ai 4 impératifs, ce que j'appelle les rencontres. J'ai 4 rencontres. Donc, la première, c'est saluer l'équipe, ce qui est important, ce qui est un moment d'échange et de dialogue. Ça me permet également de prendre connaissance des dysfonctionnements que je vais noter sur ma liste. Mais pour le cadre, c'est un moment d'échange qui permet également un contrôle sur la suivi et la qualité des soins et de coordonner les prises en charge patients. La deuxième rencontre, c'est avec le médecin-chef. Je fais un relais des différentes difficultés matérielles ou ressources humaines. Ça nous permet derrière d'adapter l'activité quand on peut. La troisième chose, c'est un point logistique. La logistique est importante dans le service où je travaille parce qu'il est un grand consommateur de dispositifs médicaux et d'appareils. On utilise des appareils bien spécifiques. Donc je réalise ce point avec les aides-soignants et le technicien biomédical. On fait l'inventaire des stocks, ce qui nous permet de gérer les aléas parce que dans notre service, sans matériel, on ne peut pas travailler. Le dernier point, c'est que je participe aux transmissions inter-équipes. Pour le cadre, c'est aussi un moment de communication, mais également d'évaluation des pratiques et qui permet aussi une explicitation des prises en charge. À ces 4 rencontres s'ajoutent des activités selon le contexte, le quotidien. Il y a la suivi et la gestion des projets spécifiques. Donc on est toujours soit en lien avec la pharmacie pour le circuit des médicaments, par exemple, le service d'hygiène pour la gestion du risque infectieux, l'informatique pour le dossier informatisé. Enfin, on a beaucoup de liens transverses avec l'établissement. Et au quotidien, et ça c'est
vraiment au quotidien une activité de GRH. Donc, il va s'agir de l'accueil et du suivi de l'accueil donc des nouveaux agents, des stagiaires, la réalisation des tableaux de bord, mais surtout la gestion aussi des absences inopinées. Et voilà, donc ma journée de travail se termine et donc avant de partir, je mets à jour ma liste des choses à faire. J'en élimine quelques-uns, mais j'en rajoute d'autres aussi. Déjà quelques astuces que vous nous livrez là. Peut-être juste simplement revenir un tout petit peu sur ce qui est peut-être particulièrement vrai dans votre activité, le fait d'être au carrefour d'un certain nombre d'attentes, de demandes, alors ce qu'on pourrait qualifier d'injonctions, qui sont pas toujours convergentes. Donc si j'ai bien listé ce que vous nous avez dit, vous avez les équipes soignantes qui vous sollicitent, avec lesquelles vous êtes en interaction. Vous avez les médecins, on sait très bien qu'à l'hôpital, voilà, il y a les médecins, puis il y a aussi l'ensemble du corps des équipes soignantes, des métiers. Vous avez les administratifs, vous avez les patients, vous avez aussi les familles des patients qui ont aussi leurs propres exigences. Vous nous avez parlé de la logistique. Vous avez aussi un certain nombre d'exigences qui sont liées aux aspects gestionnaires et la réforme hospitalière est attentive aussi à la gestion de ses coûts et vous êtes en première ligne. Donc, qu'est-ce que vous faites avec tout ça ? Comment vous arrivez à contenter tous ces gens-là et comment, l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, vous naviguez à l'interaction de ces différentes attentes, exigences ? Est-ce que vous avez expérimenter des astuces? Est-ce qu'il y a des marges de manœuvre qui sont trouvées pour arriver à ne pas être absorbé par l'une ou l'autre de ces attentes au détriment des autres, dans la mesure où j'imagine qu'elles sont sans doute toutes légitimes les unes que les autres, quoi. Effectivement, le cadre, il est en recherche permanente de solutions patients. C'est bien le patient qui va au centre de ses préoccupations, parce qu'en plus, il est garant, on lui dit bien, qu'il est garant de la qualité et de la sécurité des soins. Mais je peux dire aussi donc que l'anticipation... La prégnance du patient et le fait de remettre le patient comme une priorité peut vous aider peut-être à gérer effectivement tout ça et à mettre un certain nombre de priorités. Ça, oui, c'est une première tout à fait. Et dans le quotidien, l'anticipation et la priorisation sont des compétences nécessaires pour le cadre, mais on le voit bien dans ce que j'ai relaté, qu'on est soumis à la gestion des urgences et des aléas, et qu'il y a bien le travail, et que c'est difficile de respecter ces tâches prévisionnelles. Il y a bien le travail prescrit et le travail réel. Et le positionnement du jeune cadre, c'est toute la difficulté à savoir dire non, et puis à repositionner toutes les attentes et à se fixer des objectifs, et en étant principalement le patient en premier. Est-ce qu'on vous autorise à dire non ? Qu'est-ce qui vous aide à dire non, justement, peut-être ? Bon, au début, on dit oui à tout. Et puis, je pense que c'est la pratique, l'expérience, et puis aussi, voilà, d'abord, le niveau 1, c'est la qualité et la sécurité des soins. Donc, c'est ça qu'il faut toujours prendre en compte. C'est pas les attentes soit d'une famille, soit des professionnels. C'est pas les attentes individuelles. C'est bien la qualité de ce qu'on va pouvoir fournir en prestation. On va engager un peu un débat autour de ça. On est parti quand même des liens entre management et RPS, donc peut-être nous donner 2-3 éléments sur ce plan-là en conclusion de votre témoignage. Ce travail de réflexion m'a permis d'avoir un peu de recul sur mon parcours, et je retiens en fait que c'est d'abord mon expérience d'encadrement précédent qui m'a permis d'aborder la fonction par palier, je dirais. Ça m'a permis un questionnement sur moi-même, un cheminement sur ma réflexion sur ce métier, tout en étant bien évidemment guidée et accompagnée par mes pairs. Il y a vraiment une démarche institutionnelle avec des tuteurs hors pôle pour justement pouvoir discuter beaucoup plus librement que si c'était avec un collaborateur direct. Et donc c'est ensuite que ma formation est venue mettre des mots sur mon activité, structurer ma pratique, me donner de la méthode. Voilà, ça c'est sur mon parcours.
Et sur la fonction, je vais conclure sur le sentiment de solitude parfois du cadre. À l'hôpital, le cadre est entre la hiérarchie et la base, à côté des médecins. On dit bien dans le service, il y a l'équipe médicale, l'équipe paramédicale et le cadre. Cette solitude, elle peut être génératrice de stress, d'un sentiment d'abandon, parfois dans certaines situations complexes à gérer, surtout pour les jeunes cadres. Le CHR s'est inscrit il y a un peu moins de 2 ans dans une démarche de prévention sur les risques psychosociaux en lien donc avec l'ARACT. Donc un groupe de travail avait été monté et c'est vrai que la première difficulté du groupe c'était de définir ce métier. C'était la première journée de travail. Je vais inviter William Dab peut-être à nous apporter quelques éléments de réaction par rapport à ces 2 témoignages qui ont comme point commun d'être partis effectivement de l'analyse de l'activité des managers, de la mise en lumière des difficultés et de leurs propres conditions de travail, et puis peut-être des besoins de soutien, d'appui pour qu'ils jouent pleinement leur rôle en termes de management de proximité. Oh, écoutez, d'abord souligner l'excellence des choix que vous avez faits, parce qu'on touche vraiment là concrètement du doigt la réalité de ces questions. Et les 2, vous savez, j'anime un réseau qui s'appelle le réseau francophone de formation en santé au travail, qui consiste tout simplement à partager du matériel pédagogique entre le monde académique, le monde des entreprises, et puis à le mettre à disposition gratuitement à tout le monde sur un site qui, pour l'instant, est rffst.org. Ce qui donne de la cohérence à cette activité pédagogique, c'est un texte. Il a été écrit avec beaucoup de collègues et il s'appelle « Une posture managériale favorable à la santé ». Eh bien, ce qu'on vient d'entendre, c'est une illustration de ça. Voilà. 2 managers qui réfléchissent à leur pratique et qui comprennent qu'ils ont un rôle de modèle et qui réfléchissent aux conditions pour que leurs collaborateurs aient le sentiment de bien faire leur travail. J'injecte dans la discussion quelques éléments complémentaires. Le rapport gallois met le doigt sur quelque chose qui n'a pas été suffisamment souligné, et qui est que le taux d'encadrement dans les entreprises françaises est le double des entreprises allemandes. Ceci est une conséquence directe de la situation de défiance que connaît notre pays et qui fait que jusqu'à présent, on a demandé aux managers d'être des contrôleurs du travail. Et c'est ça que l'on montre. Non pas des organisateurs du travail visant à donner un sens et à permettre chacun de se réaliser pleinement dans les fonctions qui lui sont confiées, mais d'être des contrôleurs du travail. Et évidemment, en termes de compétitivité et de coûts, tout ça pèse lourd. Comme on ne fait pas confiance dans les collaborateurs et qu'on développe un système de contrôle, on développe un système qui fait perdre du sens, donc de la performance. Alors aujourd'hui, j'y participe. On dit il faut réinternaliser ces questions, arrêter de les externaliser vers le médecin du travail, ce modèle est dépassé. Mais effectivement, la question des ressources et des outils dont disposent les managers est une réelle question. Et effectivement, le mot d'ordre va
faire partie de vos tâches, d'avoir du temps pour parler à vos collaborateurs, c'est tout sauf trivial à mon avis. Mais ça, ce n'est pas la réalité du travail du manager dans nombre d'entreprises. Ce que je sais, c'est que l'impact du passage aux 35 heures sur l'organisation des équipes, la qualité de l'encadrement n'a jamais été discutée. Si les questions de santé au travail étaient véritablement intégrées dans la vie des entreprises, quand on prend une décision aussi lourde que celle-là, on aurait dû se poser la question. La question du l'impact de la réduction du temps de travail en milieu hospitalier, je ne sais pas quelle est votre expérience. Moi, les témoignages que j'ai, c'est qu'elle est majeure. Et elle est majeure et le temps comprimé a été gagné sur ces faits aux dépens des temps de transmission, aux dépens de la qualité des soins, des petits détails qui font que certains patients ont besoin de plus d'attention, moins standardisée que d'autres. C'est tout ça, c'est tout ça qu'on a perdu à ceux qui le soignent. Et cette réduction du temps de travail les prive de ça et crée, oui, alors là, véritablement, ce qu'on peut appeler une souffrance. Donc voilà, vous voyez, juste deux témoignages concrets et immédiatement on est capable d'embrayer sur tout un raisonnement. On a observé que finalement, il y a plein de choses qui se passaient avant qu'on en arrive à des situations de dialogue par les instances représentatives du personnel, puisque ça se traitait en direct. On a remarqué que finalement, ce qu'on appelle les OS, les organisations syndicales, avaient peut-être moins, je dirais, de points à faire avec la ligne managériale, parce que ça arrive comme dans toute entreprise d'évoquer un certain nombre de problèmes qui peuvent se poser dans les équipes de travail. Là, on a remarqué effectivement qu'on avait une diminution de l'aspect évaluation des compétences. Je pense que ça, tout à chacun peut comprendre tout l'intérêt d'aller sur le terrain pour évaluer les compétences et surtout pouvoir dialoguer avec les personnes sur ce que elle a comme difficulté et qu'est-ce qu'on peut apporter comme appui en tant que manager, quelle réponse finalement on peut apporter à une situation de manque de compétences données. C'est paradoxalement assez difficile à mesurer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer parce que on a des indicateurs, que ce soit sécurité, de performance. Nous, ça se traduit notamment pour des services de maintenance, un nombre de demandes d'intervention, des diminutions mais faire le lien finalement entre ce que ça a pu rapporter est très difficile à faire. C'est pas évident du tout parce qu'on est on n'est pas dans l'indicateur finalement, on est dans ce que j'appelle moi la relation humaine. Et c'est vrai que c'est très difficile à factualiser, finalement, trouver des indicateurs qui permettent de savoir en quoi, finalement, la présence terrain peut contribuer à améliorer, finalement, un indicateur donné. Bonjour, Rizlan Lamadi, docteur en sociologie du travail au CNAM. Alors, j'ai envie de poser une question toute simple à deux témoignages, donc à Madame Bauer et à Monsieur Schmidt. Est-ce que vous aimez votre travail? Et si oui, qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? Parce que je pense juste, petite parenthèse, que la santé au travail, c'est aussi poser la question sous cette forme-là, et pas nécessairement sous la forme du curatif de la santé égale maladie. Oui, j'aime mon travail. Ce que j'aime dans mon travail, c'est beaucoup d'échanges, de communication. Donc c'est tout ce côté communication, échange, prise de décision aussi, parce qu'on a quand même une autonomie au sein de notre service sur la gestion, l'animation de projet. Donc voilà, c'est la communication et l'autonomie, la prise de décision. Je ne sais pas si je dois répondu aussi, je pense que tout le monde aura compris effectivement que
que c'est un métier qu'on aime. Alors ce que moi j'apprécie, ce que j'ai le plus apprécié finalement dans des équipes en difficulté, c'est de les retrouver finalement dans une dynamique. Ça, je pense que pour un manager, c'est la plus grande des satisfactions qu'on peut avoir. Et individuellement aussi, alors il y a vraiment les deux niveaux. Il y a l'individu, des gens en difficulté. C'est sans doute là le terrain le plus difficile finalement, parce qu'on a vraiment chaque cas est unique. L'équipe, c'est un collectif qui gagne, et ça fait vraiment plaisir. Justement, je voulais réagir. Je devinais effectivement plus ou moins que c'est une question aussi de communication, et j'allais dire, c'est là où ça rejoint beaucoup le discours de Monsieur Dab, d'abord sur la question de la confiance, qui est fondamentale, et de création de liens sociaux, parce que je crois que, là je me permets d'avancer mes hypothèses là-dessus, que la question du plaisir au travail n'est pas seulement dans l'activité, mais elle est également dans le lien social. Et c'est effectivement un métier, même si c'est un métier qui peut être très stressant, où il y a je pense une grande part effectivement de communication, de relation avec les gens et d'échange, qui fait qu'on a du plaisir. Merci en tout cas pour vos réponses. Avec, on l'aura aussi compris, si l'organisation soutient et permet ces échanges-là, c'est encore mieux. L'objectif était de... Alors, je pense que c'est inhérent à toute industrie à risque. C'est dans une logique d'amélioration continue. C'est une continuité. C'était vraiment une volonté de dire, maintenant, si on veut faire un step, finalement, en termes de performance, il faut qu'on passe, finalement, dans une logique qui soit complètement à l'opposé de ce qu'on a connu en termes d'organisation. Et c'est ça qui a fait sans doute, et pour pouvoir encore monter, alors que finalement, on n'arrivait pas à améliorer nos indicateurs. Hein, c'est ça finalement. Après, qu'est-ce que ça produit? C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on mesure finalement les performances, notamment dans le domaine de la sûreté, au nombre, ce qu'on appelle les arrêts automatiques du réacteur. On en parle très peu dans les médias, mais c'est notre indicateur de sûreté, et surtout de qualité qui sont liés aux activités qui sont faites, parce qu'on a remarqué que finalement, au-delà finalement de ce qu'on pouvait produire dans le domaine du technique, mais l'homme intervenait beaucoup dans le facteur finalement du respect finalement en termes de sûreté. Hein, et il y a beaucoup, depuis quelques années, on a vu fleurir beaucoup de démarches dans le nucléaire, la présence terrain. Ça s'accompagne d'un certain nombre d'outils qui sont, alors j'en parle là parce que ça me semble aussi des choses et des voies qui sont peut-être en dehors du contexte là de l'exposé, mais on parle de pratiques de fiabilisation aussi. C'est répéter le geste. Les anglo-saxons le font peut-être beaucoup plus naturellement que nous. Chez nous, on est quand même dans une culture latine. Donc c'est de répéter le geste finalement pour être sûr que la personne, quand elle va intervenir, reproduira ce geste, et qu'elle a bien compris finalement quels étaient dans les activités les points sensibles, là où elle devait faire attention. C'est pas parce qu'une activité est dite sensible que c'est l'intégralité qui est sensible. C'est l'importance aussi du reporting que peut faire la personne. Hein. Donc tous ces outils-là viennent rajouter et viennent s'ajouter finalement à une démarche de présence terrain qui avait démarré sur un site, qui était le site de Normandie, dont j'avais parlé tout à l'heure, et qui après a peu foisonné parce que les meilleures pratiques sont forcément partagées au niveau du parc nucléaire. Bonjour, mon nom est Claudine Schmitt. Je n'ai pas de lien familial avec Monsieur Schmitt, pas que je sache. Je suis consultante en performance sociale et durable, et je voudrais en fait ajouter quelque chose aux commentaires de la sociologue du CNAM. Je suis très intéressée par le lien social en entreprise. Et je m'intéresse en fait dans les deux entités, dans les deux entreprises. Qu'est-ce que vous faites, ou qu'est-ce que la direction elle entreprend pour créer ce lien social, pour le faire vivre, pour faire que les travailleurs, les salariés, en fait, ils ont ce lien social qui est nécessaire pour avoir pour faire un bon travail, un travail de qualité. Et qu'est-ce que vous faites personnellement avec vos équipes
pour donc renforcer ce lien social dans l'entreprise? Je vais parler au niveau interne, au niveau de mon service, pour garder le lien, justement, le lien social avec l'équipe. Ce qui est important, c'est de se garder du temps. Parce que moi, ma problématique en tant que jeune cadre, c'est la gestion du temps. Donc c'est de se garder du temps de présence, du temps de communication, du temps d'échange. Et ça passe tout simplement par le matin, je bois un café avec l'équipe, ce qui permet, oui, parler de travail, mais aussi voir un petit peu l'humeur de l'équipe, prendre soin, parce qu'on prend soin des patients, mais mon travail aussi, c'est de prendre soin de l'équipe. Donc, c'est repérer qui va bien, qui va pas bien, savoir un petit peu les histoires de vie de chacun. Donc, c'est se garder du temps pour ce dialogue, et ce dialogue hors contexte de travail, en fait. Oui, quelques éléments complémentaires. Ce qu'on peut faire, c'est, je vais évoquer notamment pour ce qui concerne Catnum, c'est des regroupements de managers. Ça, je pense que c'est important aussi. Pourquoi ça permet justement de pouvoir discuter sur des fondamentaux du management, de parler de problématiques. On évoquait tout à l'heure là, en quoi ça pouvait améliorer certains domaines. On a fait un regroupement l'année dernière sur le domaine de la sécurité parce qu'on avait des résultats qui n'étaient pas géniaux. Donc de ça, on est venu à travailler sur un certain nombre de décisions qu'on portait au niveau des équipes de travail. Et en interne, je rejoins ma collègue là, en disant que c'est aussi dire bonjour le matin, c'est reprendre finalement toute la matière qu'on a pu voir sur le terrain pour rediscuter avec eux d'une façon peut-être un peu plus reculée. Comme on dit, on a le petit caillou, je dirais, c'est ce qu'on va traiter là au quotidien et de façon un peu temps réel. Mais c'est après reprendre du recul par rapport à ça pour voir finalement en transverse qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui peut. Parce que finalement, il y a un travail d'appropriation et de mémoire aussi. Je pense que ça, c'est important. Je pense que c'est intéressant de retenir derrière cette question et plus globalement le thème de notre atelier, c'est qu'il y a des choses qui relèvent effectivement du manager en fonction de ses marges de manœuvre et de son dynamisme, de son engagement, de ses compétences, son parcours professionnel, mais que l'organisation peut être ressource aussi, faciliter et soutenir ces initiatives-là, notamment en ce qui concerne les espaces de discussion qui ont été repris par un certain nombre d'entre vous. J'avais des petites choses à dire, je dirais, en tant que TPE, PME. Et puis, j'aurais bien aimé rebondir sur des remarques qui ont été faites. Donc, je pars du postulat déjà de base que le management, à mes yeux, est le métier le plus difficile. Comme celui de parent, on se trompe forcément. Donc déjà, ça permet aussi de comprendre ou d'accepter des erreurs quand on est manager et quand on est salarié ou manager. Le manager, quand il y en a un dans les petites entreprises, ce qui n'est pas souvent le cas, c'est souvent le dirigeant qui est le manager. Quand il y en a un, il a une position délicate. On l'a dit, on reviendra peut-être sur... il est un petit peu entre le marteau et l'enclume, entre la direction, les impératifs économiques, des consignes données, et puis les salariés qui les vivent au quotidien. Et ça, c'est pas toujours facile non plus. On dit de la TPE, PME, que le dirigeant, il n'a pas forcément besoin de créer des instances de communication parce qu'il est proche de ses salariés. C'est vrai, il est au quotidien à proximité de ses collaborateurs, mais en même temps, ça suffit pas. C'est un constat aussi. Les difficultés managériales, elles sont souvent liées aux problèmes de compétences et d'organisation. Il faut quand même remettre la problématique de la TPE, qui, pas uniquement, mais qui est face au quotidien aux urgences, aux priorités économiques, surtout dans ces temps difficiles, dans des temps de crise. La priorité pour le dirigeant, c'est d'aller chercher du travail, de rester compétitif, la concurrence est rude. Voilà, donc c'est aussi, il a la tête dans le guidon, et quand il reste comme ça, il n'a pas forcément le temps, ou il ne se donne pas le temps et les moyens de travailler sur des problématiques de qualité de vie, de qualité au travail, de santé.
Donc, il n'a pas forcément les compétences pour le faire et il envoie pas forcément la nécessité le manager ou c'est parfois aussi des choix. Il y a des entreprises qui ont décidé de carrément ôter tous les postes de cadre, de manager, et de faire appel à l'investissement, à l'autonomie des collaborateurs, à faire participer les salariés, même en production, à des logiques clients, à des attentes de qualité, et qui ont trouvé bien sûr des solutions, comme vous le disiez tout à l'heure, par eux-mêmes, parce que c'est eux qui sont les plus experts dans leur poste de travail. Donc ça, c'est aussi des pratiques qu'il faut regarder de près, qui surprennent, mais qui sont réels. Et un postulat aussi nécessaire, puisqu'on dit que le dirigeant doit s'occuper des problématiques et se préoccuper des risques psychosociaux, il faut évidemment qu'il en ait la volonté. Parce que s'il n'est pas motivé lui-même pour travailler sur cette problématique-là, il ne le fera pas, et puis les salariés ne pourront pas forcément partager. Donc la volonté du dirigeant, il fait pour beaucoup. Je dirais quand il veut, déjà, il peut plus facilement. Voilà, donc comment aider le dirigeant de la petite entreprise ? Eh bien, je pense la formation est une solution. Donc on était sur comment l'aider, la formation, les échanges, les organisations patronales, moi c'est aussi important, les conseils, il y a des cabinets qui sont là pour ça. Alors il y a la problématique de moyens, c'est vrai, il y a quand même au niveau plus accessible, au niveau économique, des instances comme l'ARACT, l'ANACT, la CARSAT, les services de santé au travail. L'entreprise peut faire des audits, interroger ses salariés. Je pense que la source privilégiée à travailler, c'est les collaborateurs eux-mêmes. Quand on leur demande comment ils vont, comment ils se sentent, comment ils aimeraient voir leur poste, moi je pose la question, quel serait votre poste idéalement ? Voilà, et on avance ensemble. Donc les entreprises, les salariés doivent s'adapter. On va vite, on change. Vous avez parlé de paradigme qui était aujourd'hui, l'entreprise doit concourir à la santé des salariés. Et j'aurais un conseil aussi à donner, c'est de ne pas rester isolé. Donc maintenant, le dirigeant, il doit aussi prendre soin d'abord de lui pour mieux prendre soin des autres. Ça, c'est important. J'ai créé, alors je ne me suis pas présentée, j'ai créé mon entreprise il y a presque 15 ans, une agence d'emploi et un cabinet conseil en ressources humaines. J'ai travaillé pendant 10 ans, j'exagère, jour et nuit, du lundi au dimanche. Je ne le regrette pas, j'étais passionnée. Moi, j'aime vraiment mon travail. Pour autant, je dis que manager, c'est hyper compliqué, hyper difficile, même quand on est passionné par ces logiques-là. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, stop, quoi. La crise est arrivée, j'ai paniqué, et puis je me suis dit, allez, la rentabilité économique de l'entreprise, c'est une chose, ça va, j'ai mis de côté, je peux faire face aux difficultés. Moi-même, je veux trouver un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et puis déjà, quand on réfléchit à ces questions-là, on se calme un peu et puis on prend du recul. J'ai fait partie d'une étude qui s'appelle Amarok par Olivier Torres, qui a créé l'Observatoire de la santé des dirigeants de PME, parce qu'on parle de salariés, de la santé des salariés, mais parle-t-on de la santé des dirigeants ? Eh bien non. Et il y a aussi beaucoup de dirigeants qui se suicident. Les risques psychosociaux, ils sont en plein dedans. Le stress, ils savent ce que c'est aussi. Donc, prendre soin de soi, c'est aussi important. Pas de performance sans collaborateurs en bonne santé, sans collaborateurs motivés, sans collaborateurs heureux. Oser le bonheur, c'est une thématique sur laquelle on travaille. Belle formule. Merci. Donc le préambule en 2 points, c'est qu'en tant qu'organisation syndicale d'encadrement, je peux vous dire que l'essentiel des choses que j'ai entendues cet après-midi, j'y souscris assez bien. Voilà, on peut évidemment affiner, mais globalement on y souscrit bien. Deuxième chose, il y a un certain nombre de mots qui ont été prononcés, notamment dialogue social. Je dois pouvoir peut-être vous informer, si vous n'êtes pas au courant, que les organisations syndicales, et en particulier la nôtre, se targuent d'être ou de devenir un spécialiste
de dialogue et de dialogue social. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas des progrès à faire. Dialogue social institutionnel, CE, de négociation, machin, etc. Mais également le dialogue social plus personnel, relations individuelles entre des salariés, les syndicalistes et autres, pour toute thématique. Donc les 3 points que je voudrais soulever suite à la fin de cet après-midi, c'est d'abord qu'on a eu en présence une expérience de manager de terrain très très intéressante. Et donc on voit bien, sur 2 exemples, mais qui pourraient être multipliés dans plein d'autres entreprises, que ces managers de terrain qui ont un métier très difficile, merci Myriam Coll, portent sur leurs épaules vraiment une grande part à la fois des contraintes de l'entreprise et de son environnement, mais également, et donc doivent faire leur boulot normal d'animation, d'organisation, etc. Mais également, les managers, ils ont à traiter les points durs, les contradictions, les impondérables. Et la grande question, de quels moyens disposent-ils, quelle est leur responsabilité en finale? Voilà. Alors on s'aperçoit que pour s'en sortir, ça a été dit, mais il faut vraiment le mettre en évidence, ils ont leurs ressources personnelles, leur formation, leur charisme, leur santé, etc., leur chance quelquefois aussi, mais ils doivent aussi s'appuyer sur ce que l'organisation est capable de mettre à leur disposition. Voilà. Et quelquefois, c'est comment faire pour que je me débarrasse d'une partie des choses qui me tombent dessus sur le voisin. Et c'était soulevé par une question ici. Et c'est vrai, on m'a donné une fonction à faire, je la définis pour qu'elle soit faisable par moi, par mon équipe, mon environnement. Comment je pourrais faire pour y arriver? J'essaye d'évacuer sur les autres autour, qui vont se poser le même problème derrière. Comment je vais faire pour évacuer sur d'autres les choses que je ne peux pas absorber? Donc on retombe sur l'organisation, et c'est très important d'essayer d'y gérer. Et donc, de manière générale, on s'aperçoit que la ligne managériale vit des situations analogues, quelle que soit la longueur de la ligne, quelle que soit l'importance de l'entreprise. Et à chaque fois, un manager, dans la plupart des cas, il est à la fois manager et managé. Et donc, le pauvre, il doit, on retombe à un mot qui était prononcé plusieurs fois, il doit donner du sens. Et du sens dans les 2 acceptions, donner du sens en tant que signification, finalement, à quoi sert mon travail, à quoi sert votre travail, dans quel contexte il s'insère. Et puis, deuxième acception, c'est quelle orientation. C'est pas tout d'avoir du travail à faire, comment on l'organise, dans quel sens on le fait, comment on gère les priorités. Donc ça m'amène au 2e point, c'est que finalement, il y a une nécessité absolue d'analyser de manière vraiment spécifique chaque situation, chaque entreprise. Le contexte d'une entreprise est certainement pas équivalent à celui d'une autre. Donc on a des choses spécifiques ou singulières. Et bien sûr, ne pas chercher à plaquer des solutions toutes faites, ça ne marche jamais. Ce qui a marché quelque part n'est pas forcément adapté à mon contexte. Et à l'inverse, des choses qui n'ont pas marché ailleurs, elles peuvent très bien marcher chez moi. Et puis, un 3e peut-être recommandation qu'on peut faire, c'est que très souvent, des choses qu'on essaie de mettre en place, elles ratent parce qu'on est trop... On veut surperformer la méthode. On veut être encore mieux que le plan, quoi. On devient ayatollesque ou dogmatique sur l'application d'une méthode ou d'un slogan, etc. Et souvent, c'est là que ça coince. Et c'est souvent là que le manager se laisse piéger. Donc finalement, il faut vraiment se poser des questions sur finalement par rapport à l'organisation de l'entreprise, c'est qui décide et selon quel processus. Donc la décision de faire quelque chose ou de ne pas faire, et puis ensuite les modalités de mise en place. Et on retombe sur la question qui ont été posées pour Gilbert Schmitt. Voilà. Ensuite, qui endosse la responsabilité des décisions prises, d'une part, mais ensuite des conséquences des décisions prises. Et là, le manager, à un moment donné, il se trouve vraiment au carrefour de tout ça. Et ensuite, qui a intérêt au changement? Ou au contraire, qui a intérêt au maintien d'une situation? On a l'impression qu'on se pose rarement la question, et la réussite qu'on peut avoir dans la mise en place de tout ça, c'est souvent la réponse à cette question. Alors là, dans l'Assemblée, là, il me semble que ces choses-là sont évidentes, mais sur le terrain, je peux vous assurer que ce n'est pas le cas, et dans nos pratiques syndicales, on se rend bien compte que ça coince. Sur la réussite des processus ou des choses qu'on veut faire. Et ces managers, qu'ils soient encadrants ou ad hoc, ils ont besoin, bien entendu, de reconnaissance de moyens, compétences, formation, en fonction des... Et puis ensuite, bien sûr, le type de mission qu'on leur donne, le type de responsabilité, voire les carrières qu'on leur propose, ça peut contribuer grandement au fait que les gens aient vraiment plaisir à travailler et donc être efficaces, etc. Je ne leur dis pas ce qui a été très bien dit par d'autres.
Alors, pour terminer, je pense qu'il faut faire très attention aux effets pervers de certaines méthodes ou de dogmes, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, hein. Mais aujourd'hui on voit trop de fixation d'objectifs individuels et d'évaluations individuelles qui sont contre-productives, puisqu'on arrive à dresser les gens les uns contre les autres. Le management par suivi d'indicateurs, hein, le manager Excel, bon, c'est bien gentil, mais c'est une manière, bien sûr que c'est une manière de lire la réalité à travers les chiffres, mais la réalité, elle va au-delà du quantitatif. Le qualitatif en fait largement partie, et on ne sait pas toujours bien l'évaluer. Et puis l'avalanche des procédures contraignantes et contradictoires, ça c'est catastrophique pour la réussite. Donc en tant qu'OS, on voit trop souvent, on voit ce qui marche, mais on voit aussi ce qui ne marche pas. Je voudrais rebondir à la fin sur 2-3 trucs. La confiance. La confiance, c'est fondamental. Mais comment ça se fait aujourd'hui que toutes les entreprises, notamment les plus grandes, nous bombardent de chartes informatiques, de chartes de confidentialité, de chartes d'accueil client, de chartes, etc., alors que notre arsenal juridique en France encadre largement tout ça, la loyauté au travail, la loyauté du lien de subordination, la loyauté de l'employeur par rapport aux salariés, tout ça, c'est dedans. Pourquoi il faut refaire des documents? Alors évidemment, ça crée des emplois pour des consultants, tant mieux pour eux. Le lien santé de l'entreprise, santé des salariés, bien entendu, hein, on ne peut que souscrire à ça, et il faudrait que ça dépasse simplement le slogan. Il faudrait vraiment qu'on arrive. Alors peut-être que les quantitatifs, vous dites là, les quantitativistes arrivent à mettre en évidence et effectivement, la marge créée ou le saut de marge. De même que quand on lance une campagne publicitaire, on essaye de mesurer l'impact sur les ventes. Ben là, on pourrait voir si on pouvait mesurer vraiment. Seulement, cette mesure, elle est sans doute pas à court terme. Elle peut être sur moyen terme. Ou il y a d'autres choses qui sont à très court terme et qui s'épuisent dès qu'on passe un petit peu. Voilà. Alors, le travail, oui, mais comment? Merci, Monsieur Kayala. Merci à tous nos invités de la table ronde.